Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur l'approche modèle et plus particulièrement sur la discrétisation et le groupage supervisé. Je rappelle qu'il s'agit d'une série de 4 vidéos qui est dédiée aux data scientists et il est très fortement recommandé de les regarder dans l'ordre. Aujourd'hui, nous allons voir la discrétisation et le groupage supervisé qui constituent les deux algorithmes implémentés pour la préparation des données. Lors de la vidéo précédente, je vous ai expliqué qu'il n'y avait aucun paramètre de régularisation à ajuster empiriquement, par exemple par un grid search, grâce à l'approche model. Et donc la question principale c'est quel est le mécanisme mathématique dans l'approche model qui permet d'éviter le surapprentissage. Cette vidéo est avant tout pédagogique et pour aller plus loin, je vous invite à consulter les articles de Marc Boulet sur son site web. Tout d'abord, voici un rappel sur la discrétisation. Cette figure est basée sur un jeu de données qui s'appelle les iris de Fisher, où l'objectif c'est de discriminer 3 espèces d'iris, les versicolores, les verchinica et les setosa. Cette figure représente une seule variable, qui est la largeur de sépales, et les courbes tracent l'effectif de chacune des classes en fonction de la valeur de la largeur de sépales. Et bien simplement en découpant l'axe numérique en 3 intervalles, on est capable, par comptage, d'estimer la distribution des classes. Par exemple, la classe setosa sera très faiblement représentée pour des largeurs de sépales inférieures à 2,95 et sera fortement représentée pour des largeurs de sépales supérieures à 3,35. L'objectif, c'est bien de décrire la distribution de mes 3 classes. La question à laquelle répond l'approche model est quel est le meilleur modèle pour décrire cette distribution? Model signifie Minimum Optimized Description Length. Il s'agit d'une approche de sélection de modèles, et le but, ça va être de sélectionner le modèle le plus probable connaissant les données. Le point de départ, c'est bien la formule de Bayes. On essaye de trouver le modèle le plus probable connaissant les données, et les 2 termes qui vont nous intéresser, c'est le prior, c'est a priori, sans regarder mes données, quelle est la probabilité de tel ou tel modèle, et la vraisemblance, là c'est le contraire, j'ai un modèle dans la main et je veux savoir quelle est la probabilité des données étant donné ce modèle. Le terme dénominateur ne va pas varier en fonction du modèle, c'est bien le modèle qu'on cherche à optimiser. Et donc ce terme-là va être considéré comme un terme constant. Il existe de nombreux critères modèles et c'est une approche qui se déroule toujours en 3 étapes. Tout d'abord, on doit définir la famille de modèles, c'est-à-dire les paramètres du modèle. La deuxième étape, c'est de définir le prior sur les paramètres du modèle. Et ce prior-là a toujours la même forme. Il s'agit d'un prior hiérarchique et uniforme. Ce prior est d'une forme très particulière, et c'est bien l'originalité de l'approche modèle, et ça va nous permettre de nous ramener à des techniques de dénombrement. L'approche modèle aboutit toujours à un critère de sélection de modèle qui représente le moins log de la probabilité du modèle connaissant les données. Et donc, on doit minimiser ce critère pour trouver le meilleur modèle. Il y a 2 intérêts à passer au moins log. En effet, d'un point de vue précision numérique, c'est beaucoup plus facile d'additionner des termes qui sont assez gros plutôt que de rester en probabilité à multiplier des termes qui sont proches de 0. La deuxième raison, c'est que le moins log d'une probabilité, c'est bien une longueur de codage dans la théorie de l'information de Shannon, et en cela, model est bien à la croisée du machine learning et de la théorie d'information. Voici le critère de discrétisation. Ce critère peut paraître impressionnant à premier abord, mais en réalité, il s'interprète très facilement. Nous allons donc voir en détail le fonctionnement de ce critère d'optimisation. La première étape, c'est bien la définition d'une famille de modèles. Dans le cas de la discrétisation, un modèle est défini par 3 paramètres. Tout d'abord, le nombre d'intervalles, puis les bornes de ces intervalles. En réalité, on va retenir l'effectif dans chacun des intervalles, ce sont les NI. Comme il s'agit d'une approche basée sur les statistiques d'ordre, les effectifs dans chaque intervalle va nous permettre de définir les bornes. Enfin, la distribution des classes est décrite dans chaque intervalle grâce aux sous-effectifs par classe. Ce sont les NIJ. Le prior de modèle est toujours hiérarchique et uniforme. Cela veut dire que lorsqu'on instancie un modèle, il y a un ordre. On choisit d'abord le nombre d'intervalles. Une fois qu'on a fait ce choix-là, on va positionner les bornes. Et une fois que les bornes sont positionnées, on va décrire les sous-effectifs par classe. À chaque étape, tous les choix ont la même probabilité, mais le nombre de choix dépend de l'étape précédente.
Les 3 premiers termes de cette formule correspondent au prior. Ce premier terme correspond au choix du nombre d'intervalles. Effectivement, un modèle de discrétisation peut avoir un seul intervalle, 2 intervalles, 3 intervalles, etc., jusqu'à avoir une seule observation, un seul exemple d'apprentissage dans chaque intervalle. Donc le nombre d'intervalles est compris entre 1 et n. Et le fait de faire un choix particulier, eh bien c'est 1 sur n. Une fois que j'ai choisi le nombre d'intervalles, eh bien maintenant je vais compter le nombre de possibilités que j'ai de positionner les i-1 bornes parmi n individus. Ceci est bien un terme de dénombrement, en français il s'agit d'un CNP. On est toujours au moins log, donc la probabilité de positionner d'une façon particulière les bornes, c'est bien 1 sur ce terme de dénombrement. Ce dernier terme correspond à la description des distributions des classes dans chaque intervalle, et on va compter par intervalle le nombre de possibilités de trouver des sous-effectifs par classe. Eh bien, ces 3 termes-là constituent le prior model. Le dernier terme correspond à la vraisemblance des données. Eh bien là, c'est le contraire. On possède un modèle particulier et on va estimer la probabilité des données connaissant le modèle. En réalité, le modèle décrit les données, mais pas de façon unique. Je pourrais imaginer plusieurs jeux de données qui soient compatibles avec mon modèle. Eh bien, on peut compter le nombre de jeux de données qu'on pourrait générer tel que le modèle ne voit pas la différence. Ce terme de dénombrement correspond à la permutation des exemples à l'intérieur de chaque intervalle, ce sont les ni factoriels au numérateur, et on peut également faire permuter les étiquettes de chaque exemple à l'intérieur de chaque intervalle. Ce sont les ni1 factoriel, ni2 factoriel, nij factoriel que l'on voit au dénominateur. Les critères d'optimisation model sont toujours régularisés de façon naturelle, puisqu'il y a un équilibre entre le prior et la vraisemblance. Je rappelle que le dernier signe plus de la formule correspond au signe multiplié qu'on avait dans la formule de Bayes au départ, entre le prior et la vraisemblance. On a 2 termes qui sont de même nature, et donc il n'y a aucune raison d'avoir un paramètre de régularisation entre ces 2 parties. Pour illustrer ceci, on va regarder ce qu'il se passerait si on n'optimisait que la partie prior du critère. Ici, j'ai représenté une variable numérique avec des points qui possèdent des labels. On a 2 classes, les rouges et les verts. Et si on optimise seulement la partie prior du critère, eh bien on obtient systématiquement un modèle qui ne contient qu'un seul intervalle. On peut le comprendre de façon très intuitive. Lorsque le nombre d'intervalles augmente, eh bien le nombre de possibilités de positionner les bornes augmente drastiquement, et donc la probabilité diminue, et le nombre de possibilités de décrire des sous-effectifs dans chaque intervalle augmente également drastiquement. Et c'est bien pour ça que les modèles compliqués sont a priori peu probables. Cette forme de prior, qui est hiérarchique et uniforme, a un lien avec la théorie de l'information et avec le principe de longueur de description minimum. Que se passerait-il si on optimisait seulement la partie vraisemblance du critère? Dans ce cas-là, le meilleur modèle serait celui qui découpe toutes les zones pures, c'est-à-dire qu'on va découper toutes les zones où on a la même classe de façon contiguë. Ce qu'il faut retenir de cette diapositive-là, c'est que si on optimise seulement le prior, eh bien on va complètement sous-apprendre. On a un modèle qui est certes très robuste, mais qui n'apporte aucune information. Et si on optimise seulement la partie vraisemblance, c'est le contraire. On va complètement surapprendre. Et si on applique notre modèle sur un nouvel échantillon, on va se tromper, puisqu'on a été capturé du bruit en faisant cela. Et c'est bien l'équilibre entre ces 2 termes qui nous permet d'obtenir des modèles à la fois robustes et précis. Pour illustrer ceci, voici la discrétisation de la variable âge du jeu de données adulte. Il s'agit d'un problème de classification à 2 classes dont le but est de prédire si les individus gagnent plus ou moins que 50 kd par an. Les marches que vous voyez ici correspondent aux intervalles qui ont été optimisés par le critère model. L'approche model fournit des modèles faciles à interpréter. Ici, lorsque l'âge est inférieur à 24 ans, la probabilité d'être parmi les plus riches est très faible. Lorsque l'âge augmente jusqu'à 35 ans, eh bien cette probabilité augmente. La probabilité d'être parmi les plus riches stagne jusqu'à 60 ans et diminue après les départs à la retraite. Le nombre d'exemples de la base d'apprentissage a une influence sur la finesse du modèle qui est appris. Et c'est bien parce que cette approche est régularisée naturellement. À gauche, j'ai simplement retiré une observation sur 2 de façon aléatoire.
Dans ce cas, la distribution des classes est estimée de façon beaucoup moins précise. Sur la partie droite, je me suis amusé à dupliquer chaque exemple d'apprentissage. Dans ce cas-là, la distribution conditionnelle des classes est estimée de façon beaucoup plus précise, mais c'est totalement artificiel, on est en train de surapprendre. Et donc Model évite bien le surapprentissage de façon naturelle, il s'adapte à la fois au pattern à trouver et il s'adapte à la taille du jeu de données. Lors de la phase de pré-traitement, les variables catégorielles sont traitées de façon différente. En effet, les modalités des variables catégorielles sont regroupées dans le but de décrire de façon robuste la distribution des classes. Ici, j'ai pris l'exemple d'une cueillette aux champignons, qui sont soit vénéneux ou soit comestibles. Voici le jeu d'apprentissage. Ce modèle a regroupé la couleur rose et la couleur rouge et indique que si la couleur du champignon appartient à ce groupe, le risque d'avoir un champignon vénéneux est de 100%. Le groupe qui correspond aux couleurs vert, bleu et jaune est constitué uniquement de champignons qui sont comestibles. Et le groupe constitué de la couleur peau et de la couleur violette inclut des champignons qui sont vénéneux dans 30% des cas. La question est toujours la même. Finalement, on cherche le meilleur modèle de regroupement qui permet de décrire la distribution des classes. Donc la démarche est toujours la même. Ici, on va définir les paramètres du modèle, qui sont le nombre de groupes, K. Après, on a un index qui indique le groupe d'appartenance de la modalité I. Par exemple, cet index-là va me dire que la couleur rouge appartient au groupe numéro 1, que la couleur bleue appartient au groupe numéro 2, etc. Et enfin, on va avoir les sous-effectifs par classe et par groupe qui vont caractériser la distribution de mes classes. Le prior fonctionne de la même façon, il est toujours hiérarchique et uniforme, c'est-à-dire qu'on choisit d'abord le nombre de groupes, après on construit l'index, et ayant constitué les groupes grâce à l'index, on va choisir les sous-effectifs par classe et par groupe. Donc c'est exactement le même fonctionnement que pour la discrétisation. Et c'est toujours la même chose, à chaque niveau de cette hiérarchie, tous les choix possibles ont la même probabilité. Par contre, le nombre de choix dépend bien des choix précédents. Voici le critère d'optimisation du groupage. Comme tout à l'heure, le premier terme correspond au choix du nombre de groupes. Puisque j'ai I modalité sur ma variable catégorielle, eh bien la probabilité de faire un choix particulier sur le nombre de groupes, c'est bien 1 sur I. Le deuxième terme correspond au choix de la composition des groupes. Il s'agit du nombre de Bell qui dénombre le nombre de partitions éventuellement vides de I modalité en K groupe. Ce nombre de Bell de deuxième espèce est basé sur les nombres de Stirling. Il s'agit d'une somme jusqu'à K des nombres de Stirling. En voici la définition. Je ne vais pas détailler les nombres de Stirling dans cette vidéo, mais je vous mettrai le lien Wikipédia pour que vous alliez voir. Le troisième terme est vraiment équivalent au critère précédent et correspond au choix des sous-effectifs par classe à l'intérieur de chaque groupe. Donc ces trois premiers termes correspondent bien au prior. Et le dernier terme correspond à la vraisemblance, c'est-à-dire la probabilité des données connaissant le modèle. Et bien encore une fois, on va retrouver les permutations des individus à l'intérieur de chaque groupe et les permutations des étiquettes sur les individus. Et si on optimise seulement la partie prior de ce critère, eh bien on va obtenir qu'un seul groupe. Alors certes, la distribution des classes est estimée de façon très robuste, mais on n'a réussi à capter aucune information. Ce modèle n'est pas du tout informatif. Et si on optimise seulement la partie vraisemblance de ce critère, eh bien on va obtenir le modèle le plus fin possible, c'est-à-dire qu'on aura un groupe par modalité. Ce modèle-là est beaucoup trop précis, il surapprend complètement, et donc c'est bien l'équilibre entre ces deux termes-là qui va nous permettre d'obtenir des modèles à la fois précis et robustes. La discrétisation et le groupage supervisé sont des pré-traitements pour la suite du pipe automatisé de machine learning. L'approche modèle évite totalement le surapprentissage, et cela permet d'utiliser ces modèles à des fins de sélection de variables. À la fin de l'étape de pré-traitement, on peut donc filtrer les variables qui ne sont pas du tout corrélées à la cible, c'est-à-dire les variables pour lesquelles on obtient un modèle qui ne contient qu'un seul intervalle ou qu'un seul groupe. L'intuition est la suivante. Puisque l'approche modèle est un approximateur universel, eh bien si le modèle le plus probable ne contient qu'un seul intervalle ou qu'un seul groupe, cette variable n'est pas du tout liée à la cible, au moins de façon univariée. En pratique, cela permet de lutter efficacement contre le fléau de la dimension et d'améliorer les modèles. Voici le contenu des prochaines vidéos.
Aujourd'hui, nous avons vu la première étape de préparation des données et nous avons regardé en détail les critères de discrétisation et groupage model. Dans la prochaine vidéo, nous allons réunir ces prétraitements univariés de façon à apprendre un classifieur multivarié, c'est-à-dire qui prend en compte conjointement la valeur de toutes les variables explicatives. Pour cela, nous allons étudier le Selective Naive Bayes, qui est basé sur un critère model, et nous allons voir également le moyen-âge des modèles. Dans la dernière vidéo, nous reviendrons sur la préparation des données et nous allons traiter des variables séquentielles. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve prochainement. À bientôt.